Nulle part dans le monde, un parti politique aura tenu aussi longtemps à la tête d'un État. Direction pour débuter donc la Chine, où le Parti communiste fête ses 100 ans. Pour le président Xi Jinping, c'est bien sûr l'occasion rêvée de vanter à nouveau le modèle unique de son pays. Mettant en garde contre toute pression étrangère, le président chinois a salué, je cite, le nouveau monde créé, selon lui, par son peuple. Avant de donner la parole à Bruno, on va écouter le président chinois. Nous avons atteint le premier objectif de notre centenaire. Une société modérément aisée a été construite sur la terre de Chine et nous avons résolu de manière historique le problème de la pauvreté absolue. Nous nous efforçons d'atteindre le deuxième objectif du centenaire, à savoir la construction d'un pays socialiste moderne et puissant à tous égards. Bonjour Bruno Darou. Bonjour Florent. Ce modèle chinois unique, on l'a dit, Xi Jinping ne cesse d'en faire la promotion. C'est un modèle, il faut dire, très différent, bien sûr, de celui qui est proposé par les sociétés occidentales. Oui, absolument, et on vient de l'entendre. En fait, le président Xi Jinping continue non seulement à le promouvoir, mais à dire qu'on est simplement à la première étape, la première étape du socialisme en quelque sorte, qui s'accommode du capitalisme. D'où d'ailleurs l'expression de société modérément aisée, parce qu'il ne faudrait pas donner l'impression que la Chine a pour horizon, comme ces démocraties libérales dégénérées, une consommation et une richesse extrême. Un embourgeoisement peut-être. Voilà, donc c'est modéré, juste ce qu'il faut. Et ensuite, la deuxième phase, qui va donc nous occuper pour 100 ans, la véritable construction du socialisme. Ça, c'est pour la rhétorique, mais il est clair que ce modèle chinois, en fait, au bout de 100 ans, il peut se présenter en modèle alternatif à la société à l'occidentale, la société démocratique à l'occidentale, et donner tort, d'une certaine manière, à beaucoup de penseurs politiques qui estimaient que dans toute société, à partir du moment où il y avait un décollage économique, eh bien, quasi automatiquement, la démocratie représentative advenait. La Chine vient de donner un contre-exemple, puisque depuis les années 80, elle a opéré ce tournant vers une société économique libérale, sans pour autant renoncer à ce régime autoritaire. Donc du coup, Xi Jinping, lui, en profite en véritable homme de pouvoir, qui a rétabli d'ailleurs le culte de la personnalité, qu'on n'avait plus vu depuis Mao Zedong. Il en profite pour se présenter non seulement en modèle alternatif, mais voire en concurrent face notamment aux sociétés démocratiques occidentales et en particulier face aux États-Unis. Et donc on assiste de plus en plus, on le voit depuis quelques années, à une rivalité féroce dans les modèles, dans les domaines économiques, culturels, mais aussi politiques, voire géopolitiques. Et cette concurrence, elle est en train de se transformer tout simplement en véritable compétition pour le leadership mondial qui sera numéro 1 mondial dans quelques années. La Chine qui s'ouvre désormais totalement, pleinement, on pourrait dire, au monde extérieur. Et l'un de ses précarés préférés, c'est l'Afrique, Bruno. Oui, alors absolument. Au début, pendant les années 50, 60, 70, 80, si vous voulez, il y avait la construction en fait autour du Parti communiste d'une société politique qui tienne le coup en quelque sorte, et puis un développement économique en interne. Donc on était dans une construction uniquement à l'intérieur de la Chine. Et puis peu à peu, ce nationalisme, on l'a encore entendu aujourd'hui avec Xi Jinping, et il est clairement affirmé, s'est transformé en un nationalisme d'expansion dans certains territoires ou dans certaines régions de la planète, notamment effectivement en Afrique. On parle d'ailleurs depuis une vingtaine d'années de Chine-Afrique, c'est-à-dire que la Chine, par le biais de l'aide économique, s'est mise à exercer un soft power, comme on dit, un pouvoir d'influence sur des pays qui étaient en développement, qui avaient besoin de l'expertise chinoise, notamment les travaux d'infrastructure, mais aussi pour extraire certaines matières premières, et puis qui avaient besoin des finances, parce que c'est un des grands atouts aussi de la Chine, c'est d'être quasiment un des premiers créanciers mondiaux. Donc ça fait que aujourd'hui, beaucoup de pays africains se retrouvent dans une situation qui devient d'ailleurs un peu compliquée parmi les populations, c'est-à-dire une situation un peu de dépendance, voire de trop grande dépendance économique, financière et donc politique vis-à-vis de la Chine. Mais on voit quand même, au-delà du cas africain qui est effectivement très important, mais qui commence à se complexifier, si vous voulez, on voit un peu la stratégie chinoise
portée très fortement par Xi Jinping, une stratégie économique au service d'une ambition géopolitique qui est de concurrencer, là encore, les anciennes puissances occidentales, alors en Afrique, France, Grande-Bretagne, États-Unis, et de s'affirmer de plus en plus comme une véritable puissance à l'international. Et on voit ces festivités toujours réglées comme du papier à musique. C'était sur la place Tiananmen à Pékin. Merci beaucoup pour votre analyse ce